Le club. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie spéciale. L'équipe jeunesse de la médiathèque Alain Gérard est avec moi. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Marine. Bonjour Maïwen. Salut. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Hélène. Salut. Et Pascal. Bonjour. Bonjour les filles. Et c'est parti. Moi, chose pas commune, j'ai envie de parler d'un film pour commencer. J'en regarde assez peu, surtout des films jeunesse. Et là, c'est un film qui s'appelle Marcel le coquillage avec ses chaussures. C'est un mélange film d'animation et film en prise réelle. Donc c'est sur les conseils d'une autre de nos collègues, Samuel, que je l'ai regardé. Et c'est très chouette, c'est très émouvant. L'histoire, c'est assez simple, c'est comme un documentaire. Donc c'est un gars qui prend un Airbnb, ça se passe aux États-Unis. Et dans sa maison d'Airbnb, il découvre un petit coquillage, donc qui a des pieds, un œil et qui parle du coup, et qui vit caché en fait dans le Airbnb. Et il va commencer à discuter avec lui et à faire des petites vidéos qu'il va mettre sur YouTube. Et ça va prendre de l'ampleur, tout le monde va se prendre de passion pour Marcel et puis il va leur arriver des aventures. Et c'est très mignon, c'est un peu une fable parce que Marcel il vit ça à sa hauteur de tout petit. Il est aussi un peu naïf, donc il regarde le monde des humains et il pose des questions qui finalement sont plutôt justes. Et j'ai trouvé ça très chouette, donc je vous conseille. Marcel le coquillage. Dans l'idée, tout ce qui est vidéo, alors rien à voir, mais j'ai lu un manga plutôt pour ados qui est sympa, où si vous connaissez un peu tout ce qui est idol et K-pop en Corée, donc on suit une jeune fille qui est fan d'un groupe de K-pop et qui est fan surtout d'un artiste qui s'appelle Taemon. Et en fait, elle va évidemment, pour le plus grand des hasards, parce qu'on est dans un manga, se retrouver à faire le ménage chez lui. Et elle va se rendre compte que, en tant que star, il a une personnalité très mignonne, très gentille, très séductrice. Et en réalité, c'est un gars complètement dépressif qui passe son temps à ramper dans son appartement en pleurant. Et donc, ça va être un peu comment elle essaye de le motiver, de l'encourager. Et elle va rencontrer en fait tous les membres du groupe qui ont en fait des personnalités complètement opposées à ce qu'ils sont dans le groupe. Okay. Et c'est surtout très 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 drôle. Voilà, très drôle, ok. J'ai beaucoup aimé. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle 2F Asset Taemon. Ok, et c'est en cours ou c'est fini ? C'est en cours évidemment. Okay. Donc on est à 5 tomes, donc ça va durer un peu. Parce qu'on n'a pas encore rencontré tous les personnages, donc on en a pour un moment, je pense. Ok, chouette. Moi, je peux continuer avec un roman ado qui s'appelle « Tout le monde déteste Louise ». Donc là, le thème n'est pas très drôle, a priori, puisque c'est celui du harcèlement. Louise est en 5e et elle vient d'arracher, on peut dire, un portable à ses parents. Donc elle a un portable pour la première fois de sa vie. Donc elle est très contente. Mais à la suite d'un malentendu avec sa meilleure amie, en fait, il va y avoir petit à petit toute une espèce de cabale qui se met en place contre elle sur les réseaux sociaux et également dans la vraie vie. En fait, elle se retrouve petit à petit exclue sans qu'elle comprenne très bien ce qu'on lui reproche. Et puis il y a en particulier un élève du collège qui s'acharne particulièrement. Et l'originalité du roman, c'est qu'il y a 2 fins. Donc il y a une première fin où Louise n'arrive pas à parler à des adultes, n'arrive pas à parler à ses parents. Donc là, on suppose, c'est pas vraiment explicite, mais que ça finit très mal. Et une deuxième fin où elle réussit à parler à ses parents. Et donc c'est assez bien vu, c'est assez juste. La progression du harcèlement est bien montrée. Et puis, le rapport aussi entre les jeunes et les adultes est bien montré, et en particulier ce qui peut faire qu'on ne parle pas. Donc je trouve que c'est intéressant, à la fois l'histoire est intéressante, et puis cette double fin est intéressante aussi. Et tu dis qu'elle est en 5e, est-ce que c'est crédible ? Parce que c'est vrai qu'on a remarqué toutes que dans les romans, souvent, ils font vivre des expériences un peu trop de leur âge, en fait, pour les jeunes. Là, ça paraît juste, bien que la teneur des agressions paraît assez forte, mais malheureusement, je pense que ça reflète assez bien la réalité. Et non, je trouve que c'est assez juste au niveau de l'âge. Le rapport avec ses parents, avec ses copains, voilà, ça me paraît... oui. D'ailleurs, ça a été la particularité aussi, c'est que ça a été écrit en collaboration avec des jeunes qui ont relu tous les messages pour voir si c'était crédible. Ok. Voilà. Pas mal. Donc, voilà. Pas très drôle a priori, mais intéressant.
Juste, moi, je peux continuer avec un roman. Alors, tu l'as lu aussi, c'est Une nuit de mon enfance de Gaël Aymon, qui est un sujet assez dur. Alors, je ne saurais pas dire si je l'ai aimé ou pas. Il m'a un peu énervée, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Là, c'est pareil, on va suivre une adolescente. Maintenant, elle a 17-18 ans. Et quand elle était plus jeune, pendant des vacances, il y a eu un accident et elle a provoqué la noyade du père d'un de ses copains. Et donc, ça l'a marquée à vie. Et donc là, elle a pris son indépendance. Et puis, elle va retrouver le fils du monsieur qui est décédé. Et elle va essayer d'ouvrir un peu les portes et les secrets. Du coup, le sujet m'a pas mal plu. J'ai été jusqu'au bout, donc du coup, ça m'a quand même captivée. Après, comme je te disais, donc elle est censée avoir 17 ans et je trouve qu'elle vit déjà une vie très adulte. Je me suis demandé si c'était crédible. Après, il y a pas mal de sujets qui sont sous-entendus. Moi, vue d'adulte, je les ai compris à voir après. Mais ça m'a quand même interpellée. Oui, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un décalage entre l'âge et ce qu'elle vivait. Et aussi des allusions dans le roman qui ne sont pas si évidentes ça à comprendre. Ouais. Nous, on comprend que ça traite d'agression sexuelle, mais c'est un peu sous-entendu. Après, c'est un belle atmosphère, ça a beaucoup rapport donc, avec l'eau et notamment avec le poisson, le silure qui passe souvent dans le livre. Donc ça fait une belle atmosphère, c'est un roman plutôt sombre. Mais qui interpelle, donc à tester peut-être. Oui, avec une référence au conte du poisson d'or, qui exauce les vœux. Enfin, il y a toute une référence au conte qui est intéressante. Il y a un petit côté nous les menteurs, ça. Quand on parle, ça me fait penser un peu à ça. Il y a un petit côté avec oui, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des secrets du coup. Effectivement, alors je l'ai plus trop en tête tous les menteurs. Effectivement, il y a un retournement un peu de situation vers la fin. Qui est plutôt crédible, mais c'est sur les non-dits, sur ce qu'on tait. Du coup, c'est assez intéressant que vous parliez du fait que parfois l'expérience décrite par les auteurs adultes, qui est censée être vécue par des ados, est un peu en décalage, parce que moi, je voulais justement parler d'albums, alors du coup vraiment enfants. Et donc là, en l'occurrence, c'est deux autrices suédoises, mais je me faisais la remarque que souvent dans la littérature pour les enfants, on ressent quand les adultes essayent d'écrire à hauteur d'enfants, mais qu'ils ne sont pas eux-mêmes des enfants, et ça donne une impression de fausse naïveté, avec une morale qui arrive avec ses gros sabots, en mode l'éclair qu'il écrit sur la table de loi, parce que voilà, faut que ce soit bien compréhensible. Et souvent, je trouve qu'on est le lecteur, aussi bien adulte qu'enfant, est un peu pris pour un imbécile, tellement ça sonne faux en fait. On voit bien que c'est pour faire semblant que c'est un enfant qui s'exprime, mais l'adulte est à côté de la plaque. Et là, les autrices dont je veux parler, c'est deux autrices suédoises qui se trouvent être deux sœurs jumelles. Donc, je vais très certainement mal prononcer leur nom de famille, mais vous m'en voudrez pas. Emma Adboge et Lisen Adboge. Donc, deux autrices et illustratrices d'albums jeunesse. Et en fait, pour le coup, leur manière d'écrire, je trouve, est vraiment à hauteur d'enfant. Alors moi, j'ai découvert d'abord Emma avec l'album qui s'appelle Le Repère. Et alors Le Repère, l'histoire, ça se passe dans une cour d'école. Et en fait, au fond de la cour d'école, il y a un gros trou. Alors, un gros trou de déchets, de pierres, de souches, de terre, vraiment un trou assez profond. Pour y descendre, il faut voilà. Donc, a priori, pour les adultes, super dangereux, mais pour les enfants, source d'une imagination incroyable, parce que dans ce trou, on peut devenir des chevaliers, on peut devenir des vendeuses des 4 saisons, on peut devenir un magicien, on peut tout faire en fait. Dans ce trou, tout est possible, la place à l'imagination est gigantesque. Mais les adultes, eux, ils aiment pas ça, parce que ça fait peur, parce que c'est dangereux, parce qu'on peut tomber d'un caillou, parce qu'on peut se griffer avec une branche, parce que voilà. Donc il y a un peu ce conflit-là. Donc les parents essayent ou les adultes, les enseignants, etc., essayent d'emmener les enfants à faire de la balançoire. Ouais, mais la balançoire, en fait, c'est nul. Au bout d'un moment, une fois que tu t'es balancé d'avant en arrière pendant 10 minutes, c'est bien gentil, mais on s'ennuie un peu. Voilà. Et puis à un moment, les enfants sortent de la classe, la sonnerie vient de retentir et une petite fille qui a mal fait ses lacets, elle tombe juste en sortant de la classe sur la marche, sur la petite marche, et là elle se fait un bobo, elle saigne. Et c'est le branle-bas de combat des adultes qui se saisissent de cet accident qui n'a pas eu lieu dans le trou, qui a eu lieu dans la salle de classe pour boucher le trou.
Donc là, les enfants sont dépités, ils n'ont plus rien à faire, ils s'ennuient, c'est nul. Sauf que pas très loin de l'ancien endroit où il y avait le trou, et même maintenant, il y a le tas. Et les enfants, bien sûr, ils vont à nouveau s'emparer de ce lieu, de tous les imaginaires possibles, et recommencer à jouer aux grands dames des parents qui espéraient qu'enfin, avec la disparition du trou, leurs enfants allaient avoir des jeux normaux, entre guillemets, et jouer à la marelle et faire des pâtés dans le sable. Et là, pour le coup, donc dans cette histoire-là, on a le regard de l'enfant, vraiment, et ça donne une claque à l'adulte. Enfin, moi, je l'ai lu en tant qu'adulte, et je me dis, mais oui, en fait, on est là à surprotéger à tout prix, à avoir peur du moindre bobo, de la moindre griffure, un enfant qui pleure, c'est tout de suite la panique. Alors qu'en fait, les enfants, ils recherchent ça, et c'est leur expérience de vie, et c'est grâce à ça qu'ils créent leur imaginaire et qu'ils se construisent. Et vraiment... La morale, elle est subtile, elle n'est pas dite en fait. C'est le vécu, les enfants, ils avaient un trou, maintenant ils ont un tas et ils en ont rien à faire de la marelle. Il n'y a pas de morale explicitée, on n'explique pas aux parents, vous voyez, vous êtes un peu bête quand même. Non, c'est juste qu'on le comprend et c'est ça que j'aime bien dans les livres de ces autrices-là en particulier, mais de les auteurs suédois en général. Je trouve qu'il y a beaucoup ce côté à hauteur d'enfant. Là, je l'ai pas emmené, mais... parce qu'on l'a pas dans les médiathèques, mais je pense à un album d'un auteur suédois qui s'appelle Le lait de fesses. Et c'est pareil, tout l'album, c'est un délire d'enfant où il part de c'est quoi, imagine, on fait du lait de fesses, du coup, tu crois que le lait de fesses de rhinocéros, ça existe? Oh bah oui, j'en ai goûté. Et le lait de fesses d'éléphant, oh bah ouais, ça aussi, c'est bon. Et tout l'album, c'est juste un délire autour du lait de fesses et l'enfant qui déroule des noms d'animaux farfelus, et c'est tout. Il n'y a pas à la fin une morale genre mais quand même c'est le lait de ma maman que je préfère ou mais quand même ce que je préfère c'est le lait de vache. Non, en fait c'est juste un délire d'enfant comme il pourrait nous faire dans la voiture, il s'ennuie en voyage et du coup il part dans son délire et la maman elle enchaîne parce qu'elle part dans le délire du gamin. Il n'y a pas de morale à la fin, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet c'est être à hauteur d'enfant et on voit très très bien ce petit garçon mort de rire qui imaginerait du lait de fesses de tous les animaux possibles. Et c'est une force des auteurs suédois d'être vraiment à hauteur d'enfant que beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à avoir, même quand ils essayent. Voilà. Oui, c'est chouette. C'est vrai que j'en lis pas beaucoup, mais on en a découvert récemment qui sont assez atypiques, où effectivement, on nous guide pas, on nous prend pas par la main. On a Tu t'appelleras lapin qu'on a toutes lues aussi, qui, quand on le referme, on est un peu surpris. Alors on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ça interroge. Et puis c'est pareil, il y a pas de, voilà, là c'est un village. Du coup, il y a un lapin géant qui apparaît, qui est posé dans la forêt. Les enfants vont le voir, et donc toute l'histoire, on a ce lapin géant, on cohabite avec lui, il bouge pas. Puis un jour, il a disparu. Et voilà, après, on ne sait pas ce que c'était ce lapin, est-ce qu'il s'était inventé. Et c'est vrai que les Suédois peut-être se posent moins de questions à savoir que va comprendre l'enfant, ce qu'il va en faire. Ouais, je pense qu'ils ont un rapport à l'enfance qui est différent et à l'éducation qui est différent. J'ai de la famille qui vit en Suède. Et ma cousine, à l'époque, quand on était très jeune, elle m'avait expliqué que là-bas, elle avait ressenti à la fois une forme de douceur et d'accompagnement et jamais de jugement. À ce moment-là, elle était jeune, elle était expatriée, elle venait de quitter toutes ses copines pour aller s'installer dans un pays dont elle parlait pas très bien la langue. Le suédois, c'est pas la langue la plus facile à apprendre, je pense. Et tout de suite, les enseignants s'inquiétaient de la voir un peu tristoune, de pas se faire autant d'amis qu'elle pourrait. Et ils étaient dans l'accompagnement, mais jamais dans le jugement. Et c'était juste, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? N'hésite pas à venir. Enfin, il y a une forme de... On accepte l'enfant tel qu'il est et on veut juste être là comme des tuteurs pour essayer de le guider, mais sans le forcer dans une direction en particulier. Juste, l'adulte est présent si l'enfant a besoin. Et je trouve que c'est un rapport différent à l'éducation et au fait d'élever des enfants. Ok, c'est chouette. Mais tu parlais aussi de la difficulté des auteurs de se mettre dans la peau, c'est ça en jeunesse en fait, puisque quand on est adulte, on n'est plus enfant, on n'est plus ado et il y a toujours un décalage. Et c'est vrai que moi je suis très sensible au dialogue en fait, donc moi je lis plutôt des romans ados et c'est vrai que ça peut vite me faire lâcher un livre quand je commence et qu'il cherche du vocabulaire, il essaie d'avoir des expressions jeunes et que ça sonne faux. Et moi tout de suite ça m'horripile et même si l'histoire sur le papier peut m'intéresser, ça va me faire lâcher un roman. Donc c'est toute la difficulté. Il vaut mieux peut-être finalement un discours très simple dans une bouche d'ado plutôt qu'essayer de copier un langage d'ado qu'on ne maîtrise pas et qui se périme hyper vite en plus. Ouais. Ou en tout cas, ceux qui savent le faire ils se remarquent et sont assez doués là-dessus.
Après, nous, c'est vrai qu'en tant que bibliothécaire jeunesse, la difficulté, c'est que on va et on lit des romans pour enfants ou des albums avec un regard d'adulte. Et donc, c'est toujours la difficulté de savoir ce que vont en penser les enfants, les ados. Donc, on est preneur des retours, en fait, pour savoir si ça plaît ou pas, quoi. Bah oui, là, dans les 2 autres albums de ces autrices suédoises, il y en a un, c'est presque un livre politique, en fait, je trouve, Ceux qui décident. Parce que donc c'est l'histoire il y a un groupe d'enfants, ceux qui décident, et l'autre groupe d'enfants, ceux qui décident pas. Et à chaque fois que ceux qui décident pas font un jeu, ceux qui décident font en sorte de leur pourrir la vie. Soit leur disent non, c'est nous qui faisons de la balançoire, et du coup les enfants se retrouvent à devoir aller ailleurs faire les jeux d'escalade. Et quand ils voient que ceux qui décident voient que les autres s'amusent, hop, ils viennent leur prendre la place, et ainsi de suite. Le but de ceux qui décident, c'est de montrer qu'ils sont là et qu'ils prennent toute la place. Et en fait, à un moment, ceux qui décident pas décident. Ils se révoltent, ils commencent à jouer ensemble au foot, et ceux qui décident, voyant que les autres s'amusent, veulent essayer de s'incruster dans le jeu, et là, ceux qui décident pas disent non, en fait, on veut pas de vous. Et ceux qui décident se retrouvent exclus, et ceux qui ne décident pas ont enfin pris la décision de dire non à... Et on peut avoir l'impression que ça parle juste du harcèlement scolaire et de comment résister à ça. Mais en fait, c'est la résistance contre l'oppression. Enfin, je l'ai trouvé beaucoup plus fort que... donc bien sûr, l'enfant, il comprend pas ce message politique-là, mais là, moi, en tant qu'adulte, j'ai ressenti le message politique derrière le simple message contre le harcèlement. Dans le même genre, les livres à double discours qui sont hyper drôles pour les enfants et qui ont une lecture complètement différente pour les adultes, il y a Le Loup en slip de Lupano, donc qui est un dérivé en fait de la série Les Vieux Fourneaux, donc c'est avec ces vieux syndicalistes rebelles pour adultes, pour le coup très drôle, mais le loup s'inscrit dans cette histoire, et chaque histoire du loup en slip est sur un thème un peu politique. Donc le premier, Le Loup en slip, c'est sur les préjugés et le racisme, parce que tout le monde est là en train de diaboliser le loup, alors que c'est juste un loup en slip qui fait ses courses. Il y a le loup n'en fiche pas une, qui est sur le fait que le loup, en fait... il fait rien de ses journées, et en fait, quand même, il peut acheter à manger, il peut faire, et c'est pas normal. Puis on se rend compte qu'en fait, le loup aide la communauté, pas comme les autres voudraient, mais il aide quand même. Donc il fiche des choses, il fait des choses. Et alors le dernier est pas tout à fait politique, mais le dernier est extrêmement drôle. Le loup en slip et le mystère du paix silencieux. Parce qu'effectivement, à la fin de Loup, il y a un P qu'on n'entend pas, et il y a un petit oiseau qui est hyper remonté et qui veut comprendre d'où viennent les mots, et qui c'est ce motiste qui fait les mots, et on ne sait pas d'où ça vient, et ça se moque de l'Académie française, ça se moque, et ça parle du langage en fait. Et donc c'est plutôt pour les grands enfants, 8-10 ans, plus que pour les plus petits, parce que ça peut être un peu ardu à leur lire, parce que ce sont plutôt sous forme de BD, mais dans ce côté un peu politique et... qui à la fois est hyper plaisant pour les adultes, et en même temps qui donne une morale, mais qui va infuser chez l'enfant, plutôt que lui prémâcher un concept. Le loup en slip, c'est hyper drôle. Ouais, et puis du coup, c'est vrai que à cet âge-là, quand on lit pas encore, c'est les parents ou les adultes qui nous lisent, et du coup, on le sent bien en tant qu'adulte, quand on lit une histoire qui nous plaît et nous fait rigoler, ça n'a pas du tout le même impact que lire un Martine qui peut plaire à l'enfant, mais nous va un peu nous ennuyer. Du coup, c'est vrai que ça permet de créer une chouette relation entre les deux, ouais. Oui, ça me fait penser, ce que vous dites, à une petite série là qui est destinée aux enfants qui commencent à lire. Ça s'appelle Oscar et Carrosse de Ludovic Lecomte. Et justement, je trouve que c'est une série qui s'adresse à l'intelligence des enfants. C'est vraiment très décalé, en fait. Et comme souvent, les enfants ont un esprit décalé, un esprit d'humour, finalement, aussi, très tôt. Et là, c'est l'amitié totalement improbable entre Oscar, qui est un squelette de fête foraine, et Carrosse, qui est un petit chien. Et donc, Oscar passe son temps à essayer d'échapper au chien, parce qu'évidemment, il est composé d'os, donc il a toujours tout un tas de chiens à ses trousses. Mais Carrosse, lui, campe devant sa petite roulotte, et il voudrait devenir ami, en fait, avec Oscar. Il y a une pancarte qui est marquée « Interdit aux chiens » devant, mais voilà, le problème, c'est que Carrosse ne sait pas lire. Et donc, Oscar va apprendre à lire dans ce livre-là, à Carrosse, avec des pâtes en forme de lettres. Donc ça s'appelle la soupe de pâtes. Et une fois que Carrosse sait lire, il lit « Interdit aux chiens » et il s'en va. Et Oscar est très triste, court après lui. Voilà, c'est toute une histoire d'amitié, en fait, qui naît, et c'est très très beau, en fait. Et les dessins sont aussi très chouettes, avec plein de petits détails qui plairont aux enfants.
Et c'est assez rare dans les premières lectures de trouver des textes qui justement parient sur la compréhension et sur l'intelligence des enfants. Et je trouve que c'est ce qui caractérise toute la collection Moucheron, donc, qui est plus facile que les mouches et plus coloré aussi. Donc oui, vraiment à suivre. C'est vrai que tout ce qui est première lecture, souvent je suis un peu déçue que ce soit par l'illustration ou le texte, que certains enfants vont vraiment aimer, mais je trouve qu'on s'en détache assez vite, même enfant, parce que j'ai souvenir petite en école primaire qu'on essayait de me le faire lire et j'ai toujours détesté ces histoires avec le poisson rouge de la maîtresse a perdu son cartable, ça dure 3 pages et il faut chercher le cartable et il se passe rien et il n'y a aucune aventure, c'est juste... souvent l'impression qu'on a écrit une histoire un peu qui tourne en rond, qui est un peu bébête et des fois en plus avec des illustrations qui sont mauvaises, franchement qui sont mauvaises. Et c'est vrai que je suis jamais trop déçue par cette collection parce que c'est toujours... oui, c'est intelligent comme histoire. On sort un peu du cliché de toute façon c'est un enfant qui apprend à lire, donc faut que ce soit écrit gros, simple, et sauf que du coup ça donne pas envie de lire parce qu'il n'y a aucun intérêt à suivre. Moi, pour parler de squelettes, j'ai un autre manga qui est pour les ados, du coup. Bon raccrochage. Qui s'appelle La chasse aux cadavres. Et du coup, La chasse aux cadavres, c'est une histoire... alors en fait, c'est un thriller. Et au début, quand j'ai commencé à lire le premier manga, je pensais que ça pouvait convenir à des plus jeunes. Au final, on est quand même sur un manga ado parce que vu la tournure du deuxième, on arrive vraiment sur du thriller et de l'angoissant. Et alors juste ado, pour toi, ça fait quel âge Je dirais à partir de 12 ans. Ok. Voilà. Mais peut-être pas avant parce qu'il y a peut-être de quoi être un peu angoissé. Donc ça commence en fait par une bande d'enfants qui décident d'enquêter en plein été sur la disparition d'une camarade de classe et qui fugue de chez eux à vélo avec des provisions d'enfants, avec des... comment dire... Ils ont prévu du matériel d'enfants, quoi. On est vraiment sur une fugue d'enfants de 10 ans avec leur vélo et qui décident en fait d'atteindre le point où ils pensent que leur camarade de classe a disparu, sauf que c'est à au moins 50 km de chez eux. Et donc ils partent à vélo. Et dans le groupe, ils ont un petit garçon qui est passionné de pylônes électriques et qui connaît tous les pylônes électriques de la région. Chacun ses passions, voilà, qui a étudié les pas. lignes. Et ils vont se servir de ça en fait, pour atteindre l'endroit qu'ils veulent atteindre. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit que comme en fait ils postent tout sur les réseaux sociaux, on a la police qui commence à les suivre, mais on n'a pas que ça, on a des journalistes, et on se rend compte petit à petit que les personnes qui commencent à les suivre, on n'est pas sur forcément des bonnes personnes. Et donc dans le deuxième tome, ça commence à devenir inquiétant, alors que le premier tome était assez léger, on suivait juste une bande de gamins qui avaient fui de chez eux. Okay. Mais l'histoire est vraiment sympa, le dessin est beau, et on en parlait tout à l'heure, mais les enfants sonnent assez juste. On n'a pas du tout l'impression d'être face à des enfants trop grands, à part le gamin qui connaît les pylônes par cœur. Mais en même temps, ça reste une passion d'enfant. Enfin, comme ils sont capables de faire une fixette sur les dinosaures ou les planètes et qui connaissent tout par cœur. Bon, lui, c'est les pylônes électriques. Mais les autres gamins, voilà, ils ont peur du noir, ils pleurnichent parce qu'ils sont fatigués, ils ont faim. Puis leur vélo, il est difficile. Puis il y en a un qui n'a pas de vitesse sur son vélo, alors il boude parce que le groupe l'attend jamais. Voilà. On est vraiment sur des enfants et on est en train de se rendre compte que ça va devenir un peu gros pour des enfants de 10 ans, leur aventure. Ok, et donc là, c'est toujours pas... Ouais, on est sur le deuxième tome et il y aura une suite. Ok, chouette. Bah, si on parle de meurtre et de squelettes, moi je viens parler de cadavres. Moi j'ai lu dernièrement Anatomie Love Story et du coup il y a toute une tendance là récemment sur des romans plutôt féministes et puis qui sont des romans historiques beaucoup à l'époque victorienne. Donc là c'est le cas, ça se passe à Édimbourg en 1817 et donc on va suivre une jeune fille de bonne famille qui forcément est vouée à se marier avec un homme de bonne famille et à rester à la maison. Sauf qu'elle est passionnée de médecine et elle rêve du coup d'intégrer l'Académie de médecine.
Donc elle commence par elle-même à faire des petites expériences, elle dissèque des grenouilles. Et c'est une pleine période où du coup la médecine fait des progrès énormes, mais pour ça il faut avoir des corps humains pour faire des autopsies. Et donc on va suivre à la fois cette jeune fille qui essaie donc de rentrer à l'Académie de médecine, et on va suivre un jeune gars des bas-fonds qui lui déterre des cadavres pour fournir, il les revend du coup aux étudiants de médecine. Et donc on va suivre toute cette aventure. Donc pour le coup, alors elle a 17 ans, donc c'est vrai qu'elle vit des situations plutôt adultes, mais à cette époque-là, c'est pas les mêmes 17 ans que maintenant. Et moi, je trouve ça très chouette. Du coup, c'est un petit côté féministe, puisque du coup, on lui met des bâtons dans les roues. À la fois, elle montre qu'elle est capable. Il y a un peu de romance, c'est un peu cru du coup dans la description des autopsies. Il y a un petit côté Dr Frankenstein, parce que du coup il y en a qui sont vraiment qui vont jusqu'au bout dans leur expérience. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Il y a un deuxième tome, et c'est vrai que en général quand on aime bien ce style de roman, après on aime bien évoluer dans cet univers, lire d'autres romans, donc c'est une bonne entrée en matière. Ouais. Et ça rejoint un peu un autre que j'avais bien aimé, que j'ai critiqué sur le site, qui s'appelle Sous les étoiles de Blomstone Manor. Et là, c'est un peu pareil. Et là, la jeune fille, c'est l'astrophysique qui lui plaît. Et effectivement, à chaque fois, c'est pas convenable pour une jeune fille, mais elle va se battre et elle va rédiger une thèse sur l'astrophysique. Donc c'est vrai que c'est plutôt des romans féminins, mais si on aime bien ce genre, à la médiathèque maintenant, il y a pas mal de références qui sont intéressantes. Oui, il y a La lumière des profondeurs de France Ardinge, comme ça, qui traite un peu de ce sujet-là aussi. Alors, je n'ai pas une mémoire précise de l'histoire, mais d'une jeune fille et de la science, vers le 19e siècle. Ouais. Cette autrice dont tu parles, Marie-Jo, elle en a un autre, L'Arbre au mensonge, qui est assez particulier, mais hyper immersif, avec une vraie ambiance. Là, pour le coup, très 19e siècle. Une jeune fille avec sa famille qui arrive dans un petit village, et au départ, son père est assez adulé, et puis vite, on se rend compte qu'en fait, ça va très mal se passer pour eux. Et il y a cet arbre mystérieux, l'arbre au mensonge, pour faire naître des mensonges. C'est vraiment une ambiance un peu claustrophobe, un peu angoissante, mais elle est très très douée pour ses romans d'atmosphère. Et celui-là, je crois d'ailleurs, avait gagné un prix assez connu en Angleterre. Je crois qu'il a gagné le Costa. Mais donc pour les auditeurs et auditrices qui aiment les romans comme ça dans cette ambiance 19e, cette autrice est très forte pour ça. Ça fait une entrée en matière. Après, forcément, ça fait penser à Jane Austen et ses consoeurs, mais là, ça fait des romans, pour le coup, adaptés à des adolescents et qui sont faciles à lire. Ouais. C'est chouette. Du coup, alors je quitte le féminisme, mais je reste dans l'horreur et je reviens à mes jumelles suédoises parce qu'il y a un album, je crois qu'on l'a toutes lu autour de la table là, qui s'appelle Les Pins. Alors je sais plus de quelle jumelle c'est, est-ce que c'est Lisanne ou Emma, mais on est dans une ambiance horrifique. Alors pour le coup adapté à des enfants, hein, mais quand même très malaisant même en tant qu'adulte. Donc l'histoire, c'est une famille qui est là en forêt puis qui trouve un coin qui a l'air parfait pour construire leur maison. Alors logiquement, hein, comme tout être humain qui s'installe sur un territoire, il coupe des arbres pour faire de la place pour sa maison, il se sert de ces arbres-là pour fabriquer sa maison, pour fabriquer ses meubles, etc. Et puis voilà, ils s'installent et ils vivent leur meilleure vie de famille. Et puis à un moment, en fait, il y a quelque chose, une matière rouge et visqueuse qui commence à s'écouler des murs. Alors bien sûr, c'est de la sève, mais en tant qu'adultes qui avons tous vu des films d'horreur, nous on imagine tout de suite du sang. Et c'est fait exprès. Et donc il y a cette matière rouge qui coule des murs et on comprend pas d'où ça vient, mais voilà, on commence déjà à s'inquiéter un peu. Et petit à petit, en fait, les personnages, les membres de cette famille vont se rendre compte que ils ont leurs membres qui commencent à se recouvrir d'une matière un peu dure, que leurs articulations, ils n'arrivent plus trop à les plier. Enfin, bref, ça. Voilà, il y a des choses qui vont pas, et puis ils ont tout le temps soif aussi. Donc à un moment, ils se retrouvent à aller tous passer la journée entière dans la rivière, et leurs pieds commencent à devenir des racines. Enfin, bref, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas dans leur corps. Et alors du coup, je suis désolée, je vais spoiler la fin, mais parce que c'est voilà. Et finalement, donc toute cette famille-là, elle se transforme en pins, et donc elle remplace les pins qu'elle a détruits pour fabriquer sa maison. Et on a une nouvelle famille qui arrive et qui trouve ce coin charmant et qui va découper les pins pour se fabriquer une maison. Et on comprend qu'en fait, c'est à la fois ce cercle vicieux d'humains qui détruisent la forêt, puis qui redeviennent eux-mêmes la forêt, mais qui sont à leur tour détruits. Et c'est très malaisant. Mais ça reste, les illustrations sont toujours celles de l'autrice, donc ça reste assez enfantin. Mais il y a cette ambiance particulière. On referme le livre. Finalement, je vais peut-être pas le lire à mon enfant, ou peut-être que si, mais voilà, il est très bien fait. Et encore une fois, ce qui est chouette, c'est que il
Il n'y a pas d'explication, on ne sait pas. Et au final, si l'enfant veut, lui, voir un truc simple et joyeux, et voilà, tant mieux, ils sont devenus des arbres, il a le droit. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, c'est des lectures qui font réfléchir quand on les a fermés. Voilà. Il y a des albums où on les a fermés, on passe à un autre. Celui-ci, on le digère un petit peu. Mais oui, c'était pas mal. Oui, peut-être un peu ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est un roman que j'ai lu tout récemment qui s'appelle Ottoline et le vétérinaire des monstres. Il a eu la Pépite Junior au salon de Montreuil dernièrement. Donc l'auteur, c'est Yann Apéry, qui a surtout écrit des romans adultes, qui a eu aussi des prix adultes. Et une des particularités, c'est que c'est très très bien écrit, vraiment. Et alors c'est un roman plus fantastique là. En fait, c'est l'histoire d'Ottoline qui a 11 ans, qui est orpheline. Donc au début, il y a tous les ingrédients qui donnent vraiment envie de continuer l'histoire. Elle est orpheline, elle a été recueillie par une tante on ne peut plus acariâtre, elle vit dans un manoir sinistre, elle s'apprête à passer vraiment un été complètement mortel. Et finalement, ce jour-là, le jour des grandes vacances, il y a une créature qui entre dans sa chambre, une espèce de chose un peu non identifiée. C'est en fait un renard ailé, un mélange entre un renard et un corbeau. Et il est blessé. Et Ottoline va déployer beaucoup d'énergie pour essayer de soigner cette créature-là qu'elle cache à sa tante. Et elle découvre, en fait, alors sans raconter toute l'histoire, à la fois quelqu'un qui sait soigner les créatures comme ça, surnaturelles, et en même temps le monde des monstres, donc qui est appelé par les monstres le monde à l'endroit. Nous, on vivrait dans le monde à l'envers. Et voilà, c'est l'histoire d'Ottoline qui, pour le coup, est confrontée à des épreuves très difficiles. Justement, ça fait un peu référence à ce que tu disais, Pascal. Là, pour un enfant, c'est-à-dire que le vétérinaire va s'apercevoir qu'elle a un don pour soigner les monstres. Donc, il va la mettre directement en contact avec eux. Il va la mettre en grand danger sans trop se rendre compte. Et elle a affronté beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment une aventure très prenante, très, très belle. Et aussi sur le deuil, puisqu'elle fait difficilement le deuil de ses parents. Et en fait, les monstres, dans leur monstruosité, sont à la fois très dangereux et en même temps c'est eux qui vont l'aider à faire ce deuil-là. Donc oui, c'est vraiment un roman qui commence de façon assez classique et qui va vers quelque chose de tout à fait original et avec des personnages attachants et quelque chose de l'ordre du merveilleux. Ça fait un peu penser, les monstres et le monde des monstres font un peu penser à Alice au pays des merveilles, à un monde totalement déconnecté du nôtre, avec d'autres règles et des choses incompréhensibles. Et c'est en un seul tome ? C'est en un seul tome, ce qui est aussi un peu rare et appréciable pour oui, il y a une conclusion. Il y a une conclusion. Il y a une conclusion, oui. Okay. Oui. Oui, je ne suis pas toujours d'accord avec les pépites de Montreuil, mais là, oui. Dans le fantastique, j'ai lu dernièrement Les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Alors c'est beaucoup plus léger, je pense. On est sur quelque chose de beaucoup plus classique dans ce qu'on peut trouver en littérature jeunesse dans du fantastique. On suit 2 jumeaux dont les parents sont morts et qui ont été recueillis dans une famille d'accueil, d'adoption, avec qui ça se passe très très bien. Ils sont contents, mis à part que depuis la mort de leurs parents, l'un des jumeaux fait des cauchemars terribles et la jeune fille, elle est suivie par une voix qui lui cause et se moque beaucoup d'elle. Et donc la jeune fille, elle voit un psy pour ça et elle pense que le psychologue va l'aider parce que c'est lié au traumatisme parce que les parents sont morts dans un accident de voiture et ils étaient eux-mêmes dans la voiture. Donc voilà, on suit comme ça et puis en fait tout se passe bien. Et d'un coup, les grands-parents que personne n'avait retrouvés décident de récupérer les enfants. Et ils sont projetés du jour au lendemain, en une semaine à peine, chez des grands-parents qu'ils ne connaissent pas. Et dans une ville qui est très très étrange, parce que les grands-parents ne viennent pas les chercher, ils envoient quelqu'un d'autre. Et ils arrivent dans une ville étrange que personne n'arrive à nommer avant qu'ils n'entrent dans cette ville. Et elle est habitée par un espèce de brouillard et des créatures qui sortent la nuit pour dévorer les gens. Et ils se rendent compte que
évidemment, la famille a un petit souci, ils sont dans un manoir, les voitures sont très anciennes, la plupart des gens se promènent en voiture, ils ont l'air d'être coincés dans une époque qui se déroule à peu près au moment où comment dire, l'Amérique est en essor, ça doit être 19e siècle à peu près, et donc on va suivre ces jumeaux en se rendant compte que finalement ce qui pense être des traumatismes liés à l'accident de voiture, il y a un problème magique derrière, que la famille n'a pas l'air, même s'ils les ont fait venir, n'a pas l'air de les aimer et a l'air d'avoir besoin d'eux. La jeune fille est complètement rejetée par la ville entière qui souhaite sa mort. Et petit à petit, on progresse dans quelque chose d'assez horrible. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un peu penser au... Est-ce qu'on se doit faire du souci pour toi? Non, parce que c'est mignon. On reste sur vraiment quelque chose d'assez classique. Alors, je suppose pour des enfants des ados, parce que là c'est plutôt pour ados, qui n'ont pas déjà lu du fantastique dans ce genre-là, ce sera nouveau, mais en tant qu'adulte, comme j'en ai déjà lu, on va dire c'est presque une lecture doudou. Je n'étais pas plus surprise par certaines choses. Après, je me suis laissée porter un peu par l'histoire. J'ai hâte de lire la suite parce que c'est un premier tome. Après, je crois que l'autrice Cassandra O'Donnell, elle est assez familière avec ce type de récit. Mais j'ai trouvé ça moins angoissant, par exemple, que cette famille, ça y est, j'ai un trou, d'orphelins, les orphelins de Baudelaire, qui j'avais lu quand j'étais petite et qui m'avaient traumatisée. Je trouvais tout absolument horrible. Et j'ai trouvé ça moins glauque. Parce qu'en fait, on part de plus en plus sur de la magie et on s'écarte petit à petit de notre monde, alors que les orphelins de Baudelaire, on reste quand même dans quelque chose de très proche de notre propre monde. Et donc là, dans les jumeaux Croche-Mort, les deux enfants vont prendre le dessus, ils vont vivre des choses Alors, probablement que oui. En tout cas, sur la fin, en fait, on se rend compte qu'ils sont habités par quelque chose qui a l'air de dépasser tout le monde. Mais on part autour du tout ce qui est satanisme. Enfin, vraiment, plus on avance dans l'histoire, plus c'est glauque. Et plus absolument toute la ville a l'air complètement folle. Et en fait... parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'église, que c'est étrange, que les gens n'ont pas l'air de suivre un culte classique, quoi. Enfin, on va dire une religion telle qu'on connaît. Et puis petit à petit, on s'enfonce. Voilà. Alors pour des adultes, il y a des ficelles qui sont assez grosses, parce que moi j'ai rapidement compris que ça avait évidemment rapport à du satanisme et qu'il y avait des histoires de sacrifices. Après, je pense qu'un enfant, s'il n'a pas été exposé à ça, ou qu'il n'en a jamais entendu parler, c'est la première... dans un autre livre, mais que ce sera sûrement la première découverte et qui va pas capter tout de suite. Une première lecture qui marque, quoi. Oui, voilà, ou en tout cas qui peut faire un peu peur, le plaisir de se faire un peu peur, sachant qu'on n'a pas... l'autrice a fait des personnages qui sont forts quand même, particulièrement la jeune fille, et où du coup on les sent pas non plus en danger total, sachant que l'espèce de voix a l'air quand même de la protéger, même si cette voix se moque d'elle en permanence. Mais voilà. Okay. Et pour la petite anecdote, on a accueilli une classe qui participait au Petit Champion de la lecture cette année, et une des jeunes filles avait choisi de lire les premières pages de ce roman-là. Donc j'ai pensé à toi, vu que je savais que tu le lisais à ce moment-là. Oui. Je serais curieuse du coup de savoir ce qu'elle en pensait du coup en tant qu'enfant. Et du coup, elle avait quel âge? C'était quelle classe? C'était quel niveau? C'était des CM2, donc elle devait avoir 11 ans à peu près. Okay. Et j'ai pas eu l'occasion non plus de lui demander si elle l'avait tout lu et si elle avait aimé, malheureusement. Là, ça va être très gai ce matin. On parle de se faire peur. Moi, je veux bien parler d'un roman qu'on est plusieurs à avoir lu qui s'appelle « Il était un petit navire » de Martine Pourchin, qui est très chouette. Alors moi, pour le coup, je lis plutôt des romans du réel, des romans qui se passent maintenant. Et là, on suit 4 copains. C'est le mois de juin, ils viennent juste de terminer le bac. Et du coup, avant les résultats, il y en a un son père a un voilier. Et donc, c'était prévu. Ils partent tous les 4 sur le voilier. Ils emmènent de quoi boire, de quoi fumer. Et ça va être la grosse sortie avant les études. Mais on voit aussi qu'ils ont chacun des caractères particuliers. Et il y en a un qui est un peu le leader. Et les autres, c'est leurs potes, mais ils sont un peu malmenés par lui. On va suivre un peu, donc c'est un roman plutôt psychologique, donc on va suivre un peu l'emprise qu'il a sur ses copains. Et puis, ça va pas se passer comme prévu. Je crois qu'il va y avoir une tempête et du coup, le bateau il va y avoir une avarie. Il est à la dérive et on va suivre tous les 3 quarts du livre. Après, ça va être la survie, en fait, vraiment la survie des 4 ados.
C'est un roman très court et en très peu de pages, on arrive à créer une atmosphère très, très prenante. Il y a beaucoup de suspense, il y a vraiment jusqu'au bout, il y a une situation terrible et ils cherchent une solution et nous aussi on cherche avec eux et on espère qu'ils vont pas choisir la solution évoquée. Aussi on cherche un roman un peu pareil pour se mettre un peu mal à l'aise, un peu angoissant. Moi j'ai trouvé ça très bien. Après, faut savoir ce qu'on lit, mais je trouve ça assez bien écrit. Donc moi qui suis sensible au dialogue et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt juste. Bon, ils sont assez délurés, mais bon, comme ils sont censés avoir 17 ans passés, ça j'imagine que c'est plausible. Et vraiment très bien, assez angoissant. Tu l'as lu aussi ? Oui, je l'ai lu. Il y a plusieurs romans qui mettent en scène comme ça des aventures maritimes. Depuis quelque temps. Ouais. Il y a Plein Gris de Marion Brunet. Ouais. Et puis, j'en ai lu un autre, moi, je crois que c'est Oriane Charpentier, qui s'appelle Souffler. Où là, c'est moins dur, je dirais, plus réaliste entre eux. Parce que les deux autres sont quand même... assez durs. Et il n'y a pas de roman féminin masculin, mais là, pour le coup, c'est des romans assez mixtes, que je trouve qui peuvent plaire à tout le monde. Et... oui, c'est vrai que dans les romans du réel, c'est souvent des romans plus féminins, plus psychologiques. Là, si c'est un garçon qui ne veut pas lire du fantastique, ça peut plaire, quoi. Et ouais, Plein Gris était pareil aussi, des ados qui partent faire un de Bretagne en voilier. Et là, il n'y a pas de surprise. Dès le début, il y en a un qui est mort. Voilà. Et il faut qu'ils finissent leur traversée. Le temps est mauvais et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et on va, au fur et à mesure, découvrir ça. Ça fait assez un peu comme un film, quoi. Un film d'apprentissage. Et c'est des bonnes lectures. Et pour le coup, des romans assez courts. Donc ça peut être sympa aussi. Moi, je peux revenir au personnage féminin fort, parce que j'ai lu il y a quelques temps, et j'en avais fait aussi un coup de cœur sur notre site internet, le roman La vie invisible d'Adi Larue, de l'autrice Schwab, Victoria Schwab. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc on est au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle plutôt, et... elle vit dans un petit village et avec sa condition de femme qui est un peu qui est pas très marrante, où elle sent que ses parents attendent d'elle qu'elle reproduise le même schéma et elle s'ennuie, elle a de plus grandes aspirations que ça. Et elle est amie avec une vieille femme qui est un peu sorcière sur les bords et qui lui explique comment exprimer des souhaits auprès des créatures du jour. Donc en leur faisant un petit don, on leur offre quelque chose qui a un petit peu de valeur et on l'enterre, on demande quelque chose. Et parfois, ces créatures du jour exaucent nos souhaits, sont satisfaits du cadeau, ils nous exaucent. Mais elle la met toujours en garde, il faut jamais, jamais, jamais s'adresser aux créatures de la nuit parce que là, on ne sait pas où ça peut partir. Mais donc cette jeune femme, elle navigue entre sa vie familiale ennuyeuse à mourir et puis cette vieille amie avec qui elle sort un peu de l'ordinaire et avec qui elle touche un peu à la magie. Et un jour, une femme de son village décède et ses parents décident de la marier au jeune veuf, qui n'est pas si jeune que ça, qui doit avoir 2 ou 3 fois son âge. Donc là, la jeune femme, elle craque. Elle dit non mais c'est pas possible, c'est pas du tout la vie qu'elle veut. Enfin là, s'imaginer mariée à ce vieux crouton avec tout ce qu'il faut, tout ce qui va dans le mariage, c'est pas possible pour elle. Donc elle s'enfuit de la maison avec un bijou assez précieux et puis elle implore les créatures du jour. Elle dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais faites trouver qu'une solution. Je veux pas. Et elle est là en larmes, à genoux, à prier les créatures du jour. Et au bout d'un moment, elle ressent une présence qui arrive. Et là, elle lève les yeux et se rend compte que, en fait, le jour est passé, c'est la nuit. Et elle a été entendue. Elle a été entendue par une créature qui, du coup, n'est pas une créature du jour, mais bien une créature de la nuit, qui va lui proposer d'exaucer son vœu. Et donc là, elle va demander à être entièrement libre. La créature exauce son vœu. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa liberté, ça implique, en fait, elle sera immortelle, mais personne ne se rappellera jamais d'elle. C'est-à-dire qu'à l'instant où elle quitte le champ de vision d'une personne, la personne l'oublie. Elle est entièrement libre. C'est-à-dire qu'elle peut voler, elle peut se promener entièrement nue, elle peut hurler, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Les gens l'auront oubliée. Donc voilà. Donc bien sûr, au début, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'elle n'a plus aucune relation durable avec aucun être humain. Elle est très solitaire, c'est la déchéance totale.
Et progressivement dans l'histoire, on va sentir qu'elle remonte la pente, qu'elle arrive à s'emparer de cette capacité-là. En fait, on suit plusieurs époques. On suit à la fois ce tout début où le vœu s'exauce, on suit progressivement son évolution, on suit aussi une histoire d'amour avec un libraire. Là, cette fois-ci, on est arrivé au XXe siècle avec un libraire qui, lui, étrangement, se rappelle d'elle. Et on suit aussi sa relation sporadique avec la créature de la nuit qui a exaucé son vœu, puisque de siècle en siècle, il la rejoint, tantôt pour l'aider, tantôt pour se moquer d'elle, on ne sait pas trop. Et voilà, donc on suit comme ça ces trois niveaux de sa vie. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, ou alors c'est moi qui lis pas encore assez de livres et qui suis encore un peu naïf, mais j'ai eu l'impression qu'à chaque fois le roman me prenait au dépourvu. Quand je pensais comprendre vers où ça allait, me disant ah bah oui, en fait c'est de la dark romance, donc elle va finir par tomber amoureuse du démon. En fait non. Ou ah bah oui, en fait c'est juste de la romance, elle va vivre une histoire d'amour et réussir à vaincre le mal. En fait non. Ah bah oui, en fait non, en fait c'était jamais ça. Donc j'étais toujours un peu à côté de la plaque et l'autrice arrivait toujours à me faire croire qu'elle allait dans une direction et quand je croyais avoir compris, à m'emmener vers autre chose. Donc j'ai dévoré ce livre-là. J'ai adoré la fin que je ne spoilerai pas pour le coup. Mais voilà, vraiment un livre que j'ai dévoré et un personnage féminin très fort qui se révolte contre sa condition de femme et qui va se reconstruire dans la douleur, mais qui va se reconstruire. Okay. Et tu donnerais un âge pour commencer ou... Alors là, plutôt grands ados, donc facilement 14-15 ans quand même, parce que l'histoire est assez complexe et il y a des enjeux quand même très adultes. Et d'ailleurs, le personnage est très mature. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, elle a plusieurs siècles, donc forcément, elle a acquis une maturité que nous n'aurons jamais autour de cette table. Mais oui, donc il faut mieux au moins 14-15 ans, je pense. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup aimé et je trouve que le premier chapitre, alors il y a le petit prologue avec cette créature de la nuit, on prend Addie au moment où elle court en fait, elle s'échappe et cette créature de la nuit qui lui répond. Mais le premier chapitre qui est juste derrière est une douleur et en fait je trouve qu'il est hyper fort. Victoria Schwab nous donne direct un coup à l'estomac et dit voilà, ça va être la ligne de base, c'est que Addie se réveille auprès d'un jeune homme. Ça a l'air très chouette et c'est tout nouveau. Voilà, c'est une première histoire. On comprend, ils se sont rencontrés la veille. Mais en fait, non, c'est au moins la 6e ou 7e fois qu'ils se voient et à chaque fois, elle retourne le voir. Et on comprend que cette douleur, il l'oublie. Tous les matins, il l'oublie. Et donc, elle retourne le voir et il recommence quelque chose, mais c'est jamais en continu. Et c'est extrêmement bien écrit et ça vous prend à l'estomac. En mode, voilà, ça, c'est la vie d'Addie Larue. Il n'y a rien, quoi. Elle est seule, et même quand elle est avec des gens, elle est seule. Et dès le premier chapitre, l'autrice nous tord l'estomac et dit, voilà, ça, c'est la ligne de base. Maintenant, on va y aller. Et et Victoria Schwab est vraiment très, très forte. Elle écrit des personnages extrêmement puissants. Moi, j'ai beaucoup aimé sa série qu'elle avait faite il y a quelques années en 3 tomes, dont là, je n'ai plus que le titre en anglais. Donc, je m'excuse, ça sera mis dans la description. Mais c'était en anglais, c'est A Gathering of Shadows. Avec 4 Londres, donc là c'est du fantastique aussi, 4 Londres, la Londres grise qui est la nôtre, la Londres rouge, la Londres blanche et la Londres noire dont on ne parle pas parce qu'elle a disparu, et un personnage qui a un œil noir et qui peut passer à travers les dimensions, et il y a un autre personnage féminin et en même temps très ambigu qui arrive, et on est dans une espèce de puissance, et elle vient de sortir un 4e volet, mais qui se passe après, un peu en parallèle, et ce sont des romans qui, je trouve, ça prend pas le lecteur du tout... adolescent ou adulte pour des idiots, il y a vraiment plein de surprises à chaque fois, elle nous retourne, voilà, ça va être ton histoire, ah bah non, en fait je vais changer de voie, on va aller ailleurs, et elle est vraiment très très forte, donc je suis d'accord avec Pascal, c'était une très bonne lecture. Ça fait partie de mes coups de cœur aussi dans ce que j'ai lu, effectivement je trouve que la fin donne une dimension qui est très particulière au livre quand même, parce que elle retourne encore plus le lecteur. C'est vraiment ce qui m'a plu parce que j'aime vraiment les fins bien travaillées et là elle était bien faite. Ça fait presque une fin de nouvelle pour ceux qui aiment lire des nouvelles, alors qu'on est sur un énorme pavé. Donc c'est très réussi. Et aussi je tire mon chapeau à l'éditeur qui a fait un gros travail sur la couverture qui est
extrêmement bien travaillé. Donc en fait, on a le visage d'une femme qui est peint, qui est en noir et blanc, et il y a une couverture en calque qui est par-dessus et qui floute ce visage dont on ne peut pas se souvenir, nous, et qui vraiment fait le lien avec le livre. Et qui vraiment, là, pour le coup, l'éditeur a réussi à mettre complètement en avant l'objet. Et là-dessus, pour moi, du coup, c'est une œuvre qui est vraiment complète, que ce soit dans la réalisation, dans sa réalisation physique que littéraire. Voilà. Donc j'aime vraiment, je m'attarde beaucoup sur les couvertures, et là, pour le coup, c'est une très très belle réussite, cette couverture. Et je crois d'ailleurs que c'est vraiment une couverture française et pas anglaise, parce que de mémoire, les couvertures américaines et britanniques sont différentes, elles sont beaucoup plus abstraites, elles sont très jolies, mais elles n'ont pas effectivement ce côté hyper travaillé que tu soulignes, donc à vérifier, mais je crois que c'est une petite particularité de l'humaine, et donc c'est encore mieux, quoi. Oui, tout à fait. Mais ouais, tu fais bien de le dire, parce que comme on disait, les adultes qui prennent les enfants pour des plus jeunes qui ne le sont, c'est vrai que les couvertures, ça a un impact très fort, pour la littérature générale, mais encore plus en jeunesse en fait. Et des fois, ça peut... c'est vrai que dans une bibliothèque, il y a tellement de choix que forcément, on juge, on est des mauvaises personnes, on juge à la tête du livre. En tout cas, c'est la première impression. Et c'est vrai que des fois... une fois qu'on l'a lu, nous, des fois, on est convaincus de la qualité du texte, mais c'est vrai qu'avec une couverture qui n'est pas engageante, c'est pas facile des fois. Donc, ouais. Et puis, c'est vrai que des fois, quand on est adulte, on lit la littérature adolescent. Bon, on est un petit peu de fois une petite gêne ou pas, mais c'est vrai que là, je le vois, la couverture, ça... Voilà, tu m'aurais pas dit que c'était un livre pour ados, on voit pas forcément la différence, donc... Moi, je plaide coupable sur les couvertures. Les Jumeaux Croche-Mort, je ne l'ai lu que parce que je trouvais la couverture belle. Je pense que sinon, au résumé, j'y aurais pas touché. Okay. Parce que justement, ça me faisait trop peur par rapport aux orphelins de Baudelaire. Ça y ressemblait beaucoup. Mais la couverture des Jumeaux Croche-Mort est extrêmement travaillée aussi. Elle est, je pense, en peinte au digital painting, et le résultat rend très très bien. Et pour le coup, pareil, ça correspond bien au livre qu'on lit, parce que j'aime pas les couvertures qui te mentent, où tu te dis ça va être génial, et tu lis le livre et tu te dis mais non, en fait ils ont fait une couverture pour m'attraper et ça n'a rien à voir avec ce qu'on va proposer. Voilà. Moi, c'est plutôt l'inverse des fois, c'est que la couverture, je la trouve un peu navrante, alors que le texte est vraiment bien, mais oui, des fois on a des belles surprises aussi, mais je pense que je rate un certain nombre de livres avec des couvertures ratées. Moi, j'ai même, il y a quelques années, découvert une série de romans sur ma liseuse. Donc, j'avais pas du tout ni les couvertures, ni rien. C'est juste que c'était dans un pack. Et je les ai lus par curiosité. Et j'ai adoré ces romans-là. Et en bibliothèque, j'ai découvert les livres avec leur couverture. Et en fait, si j'avais vu la couverture, je les aurais pas lus. C'est sûr. Donc, effectivement, ça a un gros impact, la couverture. Ouais. Puis c'est l'idée de, comme tu disais avec les premiers romans, de pas prendre les enfants pour des idiots, voilà, d'avoir un livre un objet de qualité, comme tu disais. Et du coup, c'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est moins bien ou moins travaillé, quoi. Ouais. Anatomie, Love Story dont tu parlais, a une couverture qui est assez chouette. C'est un cœur. Elle est magnifique. En fait, moi j'ai mis un peu dérangeant d'ailleurs. Je l'ai vu plusieurs fois avant de la comprendre. Ça dépend de notre cerveau, mais en fait, d'un premier abord, on voit plutôt une jeune femme avec une très belle robe de bal rouge, tout étalé autour d'elle. Mais si on prend du recul, en fait, la forme de la robe, ça ressemble à un cœur humain, un cœur anatomique. Ah ouais, moi, j'ai vu tout de suite le cœur en regardant ça m'a marqué. C'est un cœur, quoi. Alors que moi, j'avais vu la robe. Ouais, elle est très chouette. Et il y a le deuxième tome qui est pareil, assez chouette. Et là, le deuxième tome, pareil, on peut voir une robe, mais on voit aussi un cerveau avec toutes les circonvolutions. Ouais, et c'est vrai que ça... Ouais, ça engage. Et pour le coup, ça ment pas. C'est attirant, mais bon, on voit que c'est pas un cœur dessiné, c'est un cœur anatomique, donc on sait que ça va pas non plus être que de la romance. Ouais. On le voit d'ailleurs, les éditeurs maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont quand même compris, la plupart le comprenaient, mais je trouve que tout ce qui est littérature ado, young adulte, on commence à avoir de très belles couvertures, on commence à avoir du jage-page maintenant sur les beaux livres, avec du coup les pages qui sont dorées sur les bords, qui sont dessinées, et de plus en plus on nous sort des très très beaux livres, j'ai l'impression, qui marchent. Moi, je fais partie des personnes un peu pigeons qui marchent à fond là-dessus. Pas de souci, j'achète les beaux livres, je les achète en plusieurs exemplaires s'il faut, parce que je l'ai eu d'abord en premier livre en souple tout moche, et après j'achète la belle version. Mais je trouve qu'on a un travail sur l'illustration, qui est en train d'être
peut-être c'est lié un peu aux réseaux sociaux, au fait que les livres sont présentés maintenant sur TikTok et que ça joue, que tous ces ados là qui présentent leur bibliothèque, ils sont trop fiers de présenter des bibliothèques qui sont belles, voire ils retournent carrément les livres, on les voit on voit que la partie des pages quoi, pour voir le jaspage. Donc non, c'est assez... je trouve qu'on a de plus en plus de beaux objets. Là récemment, j'ai failli, mais j'ai résisté, acheter une réédition du Seigneur des Anneaux qui justement est super belle avec donc la couverture cartonnée et justement la tranche des pages qui représente l'anneau avec les écritures elfiques, donc en blanc sur rouge. Et voilà, je l'ai vu, j'étais à la librairie, je l'ai vu. Oui, mais c'est cher et c'est pas Noël. Donc j'ai résisté très très fort. Je ne sais pas si je vais résister encore longtemps. Mais voilà, effectivement, la couverture m'a tapé dans l'œil et j'ai déjà 1 ou 2 exemplaires du Seigneur des Anneaux chez moi. Donc j'en ai pas besoin. Mais voilà, ça donne envie quand même. C'est vrai qu'il y a aussi un travail souvent, de temps en temps, sur l'illustration dans les romans pour ados ou pour enfants qui est intéressant. Et c'est le cas justement de celui de Yana Perry, Otoline et le vétérinaire des monstres. Il est illustré, il n'y a pas énormément d'illustrations, mais ça ajoute quelque chose, c'est vrai, parce que ça propose une représentation de ce qu'on lit. Après, on en fait ce qu'on en veut. J'en ai lu un autre aussi qui s'appelle Le Grand Tour de Sandrine Bonini, avec plein de cartes détaillées, parce que ça relate en particulier un voyage dans des mondes aussi... connus et inconnus, et il y a des cartes très précises. Donc c'est intéressant aussi, cette illustration qui va de pair souvent avec la couverture. Tout ce qui est illustration de cartes, c'est vrai que j'adore ça, voir dans les livres fantastiques, parce que je reviens souvent voir la carte, je me dis attends, ils sont arrivés où ils sont passés. J'aime bien avoir aussi des fois des paysages quand c'est illustré. Par contre, j'avoue que j'ai du mal avec les représentations des personnages, parce que des fois on s'en fait une idée et les voir dessinés, c'est des fois un peu contrariant, parce qu'au final on les imaginait pas du tout comme ça. Dernièrement j'ai lu un livre, alors je donnerai pas le titre parce que je m'en souviens pas bien, mais j'avoue que en fait j'ai arrêté au milieu du livre. Les illustrations déjà je les trouvais mal réalisées. Bon, il y avait un problème au niveau du dessin qui est pas un problème technique, mais qui collait pas forcément, et en plus je trouvais les personnages absolument ridicules, alors que la façon dont l'autrice les décrivait, c'était censé être il y avait une tête de la CIA qui était censé être profiler, très intelligent, et puis un assassin. Et en fait, à chaque fois que je voyais une illustration d'eux dans le livre, je me disais, mais ils ont l'air stupides, c'est impressionnant, et ils ont l'air bêtes. Et du coup, j'ai vraiment coupé, parce que les illustrations m'insupportaient dans le livre. Donc, ça te parasitait, quoi. Complètement, ouais. Ça peut aussi, Donc, les éditeurs, attention à qui vous choisissez en illustrateur. Oui, il faut qu'il y ait un travail aussi des deux, de l'auteur et de l'illustrateur. Oui. Je pense que, j'imagine, quelquefois, l'illustrateur est choisi par l'éditeur, mais sans qu'il connaisse forcément l'auteur, ou sans qu'il entre vraiment bien dans son univers. Il y a ça aussi. Merci, on espère que ça vous a donné plein de conseils. Forcément, tous ces livres, vous les retrouvez dans les médiathèques. Et puis un seul conseil, si vous cherchez des idées, venez nous voir, venez nous poser des questions, et on saura y répondre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.